Ah, si j'avais la solution pour pas me transformer en glaçon, mon amour, quand tu n'es pas là, je me reconnais pas, je me reconnais pas, je me reconnais pas. Tes mains chaudes sur ma peau laissent une trace, un oripeau. Comment veux-tu que je m'en lasse? Encore une absence et je trépasse. Voilà, on vient de vous entendre, Pierre Vavasseur, bonjour. Bonjour, merci pour le cadeau. Alors, c'est une chanson qu'un de mes photographes a enregistrée quand on faisait le tour de France de la France festive en camping-car. vous étiez en voiture, hein? Ah, c'est très marrant. Ouais. Et donc, bonjour, bonjour je voulais Patrice. parce que Nathalie Wolf, vous connaissez comme écrivain évidemment. On peut rappeler un pas de danse, on peut rappeler recommencer, on peut rappeler un manque d'amour. Elle vous connaissait peut-être comme poète. Oui. Hein, avec le recueil Tes yeux pousse la porte du monde. Elle vous connaissait évidemment comme journaliste, comme chroniqueur. Bien sûr, oui. On peut vous lire toutes les semaines dans le Parisien Week-end. Comme un amoureux des livres, évidemment, parce que vous êtes un vrai amoureux des livres. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on parle du blog que vous allez publier, que vous allez mettre au monde, si je peux dire, dans quelques semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, le plus tôt possible, on verra. Ouais. Et qui s'appelle? Et qui s'appelle Des minutes de lumière en plus. Voilà. Parce que pour moi, la littérature, c'est des minutes de lumière en plus dans la journée. Alors, comme on était en hiver, on est toujours d'ailleurs, et que moi, chaque matin d'hiver, je me lève en me disant, bon, aujourd'hui, 2 minutes de lumière en plus, je me suis dit que j'allais transformer le 2 en D. Des minutes de lumière en plus. Mais alors, Nathalie, vous ne saviez pas qu'il chantait, Pierre Vavasseur? Alors ça, par contre, je ne savais pas. Voilà. En revanche, il j'ai été très surprise. il écrit, il chante, et il joue de la guitare même. Ah aussi. Vous avez vu la casquette là? Oui, avec la casquette, oui, avec la tenue. Hein. Et je suis accompagné par quelqu'un que je veux citer, qui est Anne-Charlotte Jean Mugère, qui est au violoncelle et qui fait que ces petites chansons prennent tout d'un coup une dimension et une profondeur qui me fait plaisir. Et vous produisez. Enfin, malheureusement, actuellement, c'est un peu plus compliqué de se produire sur scène. Alors, on va refaire avec Pierre un peu, on va revenir un tout petit peu en arrière, se pencher sur l'année 2020. Il y a d'abord peut-être un écrivain dont vous voulez parler, qui a été un des gros succès de 2020, c'est Joël Dicker, avec l'énigme de la chambre 622. Oui, Joël Dicker, qui a émergé, si je puis dire, qui s'est installé dans le paysage littéraire en 2012 avec l'affaire Harry Kéber, et qui avait fait 5 millions. Oui. Depuis, il a vendu 5 millions de romans et d'exemplaires de ses romans. Harry Kéber, il est revenu, j'allais dire à la mauvaise année, mais c'est le seul qui a tiré son épingle du jeu. Les marrons du feu, qu'on pourrait dire, avec ce roman qui est sorti, qui n'est pas sorti, mais qui s'est énormément vendu. Je veux dire qu'il n'est pas sorti comme pour tous les auteurs qui n'ont pas vraiment pu le défendre dans les salons ou dans les librairies, etc., mais qui s'est imposé immédiatement, y compris en Europe, qui est donc l'énigme de la chambre 622, d'histoire d'un crime qui s'est déroulé dans une chambre d'hôtel à Genève, dans un palace évidemment. Maintenant, notre ami Dicker est abonné au palace. Non, mais je dis ça en plaisantant. Mais il est suisse en plus. Il est genevois. Et donc, comme il y a eu un crime dans cette chambre, la chambre 622 n'existe plus. Et alors, ce qui est passionnant avec Dicker, moi, ce qui m'a toujours plu avec lui, c'est qu'il réinvente quelque chose. J'aime bien les gens qui trouvent un nouveau chemin dans le polar. Moi, je suis pas très polar, hein, mais ça, c'est ni du polar, ni de la psychologie. C'est juste un nouveau département sur la géographie de la littérature. Et alors, il nous explique déjà qu'il y a un meurtre. Et le seul truc, c'est qu'on ne sait pas, au fond, qui a été tué. Et ça, c'est grandiose. Et sur cette base-là, il va se promener dans Genève, qu'il connaît bien, et il va inventer des personnages qui ont des noms, d'ailleurs, totalement formidables. Moi, j'aime bien le personnage qui s'appelle Tarnogol. Et il crée un univers qui plaît aux gens. Et comment dire,
qui n'est pas fait de rebondissement, de double salto et tout ça. Il est simplement fait d'une technique, d'un huilage de phrases, si je puis dire, qui fait qu'on va jusqu'au bout, avec la même envie de tourner les pages. Et voilà, moi, il m'a rallié à sa chapelle, quoi, en tout cas. C'est-à-dire un type qui a beaucoup de charme, et ce charme, on le retrouve dans ses livres. Nathalie ? Oui, vous voulez aussi nous parler d'une nouvelle maison d'édition, la maison d'édition Mialet Barreau, donc je crois dirigée par Julliard. Pendant très longtemps, ils ont dirigé Julliard, oui. Ils ont un beau catalogue d'ailleurs. Oui, pardon. Oui. Betty Mialet et Bernard Barreau, qui étaient avant chez Julliard, qui étaient dans la galaxie, si je puis dire, Robert Laffont, sont partis et ont créé leur maison d'édition. Et je voulais en parler parce que c'est pas tous les jours qu'une maison d'édition voit le jour. Et ça s'est fait en 2020. Ça déborde maintenant sur 2021 avec beaucoup de livres. Ils vont publier Cadra, ils vont publier un nouvel auteur, un primo-romancier, comme on dit, qui s'appelle Frédéric Perrault. Et je trouve qu'il faut leur faire signe, parce que c'est grand. Alors, ce qui est très amusant, c'est que si vous allez place de l'Odéon, maintenant, on a à la fois Flammarion, on a le Dilettante, et on a la nouvelle maison, Mialet Barreau, MB, qui vont, à mon avis, s'installer très très vite dans la place et qui ont démarré en mettant sur orbite Baudelaire, grâce à Jean Telet. Et je voulais redire à quel point ce livre qui nous montre un Baudelaire, j'allais dire plus incendié qu'incendiaire, tout à fait, c'est la face cachée, la face noire de Baudelaire, est vraiment un grand livre. Il a un talent formidable pour revisiter l'histoire, au fond, hein, Telet, à chaque fois. Totalement, mais on y est, quoi. On y est. Oui, c'est comme si le personnage était présent, quoi. Alors, on va passer à la rentrée littéraire. Alors, votre premier coup de cœur, c'est pour une historienne. On se souvient de son fameux Échange des princesses, qui est devenu ensuite une formidable romancière. C'est Chantal Thomas, qui d'ailleurs vient d'entrer à l'Académie française, au fauteuil de Jean d'Ormesson. Ah oui, alors en plus ça tombe bien pour l'actualité parce que elle le mérite vraiment. Moi je sais pas si l'Académie française était quelque chose dont elle rêvait, mais au moins qu'elle y soit assez bien. D'abord ça fait une femme de plus, mais surtout ce que je voudrais dire dans ce livre, je voudrais avant même de dire de quoi ça parle. Tout à l'heure Marie-Hélène Lafont parlait d'être à l'établi et vous lui demandiez si un écrivain c'est un style. Mais comment dire, Chantal Thomas, c'est une écriture qui, pour moi, me touche au sens propre du terme. Je suis palpé par son écriture, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui a inventé la sensualité dans les phrases. Comme Dicker a inventé un autre univers pour rentrer dans le polar, elle invente une sorte de sensualité de peau, de satin d'écriture. Et là, elle part sur 3 thèmes, donc de sable et de neige, le sable du Cap Ferret, où elle a passé ses années d'enfance et d'adolescence en vacances, et puis la neige du Japon, à Kyoto, où elle se rend à la fin du livre. Et il y a 3 axes. Il y a son père qui va mourir à 43 ans, je crois, alors qu'elle en a 17. Et il y a son enfance, avec des photos en noir et blanc de l'enfance. Et puis il y a ce Japon, qui pour elle est le relais du silence intérieur, en fait. Autour de ça, elle organise une trajectoire d'une beauté folle, qui mérite d'être gardé sur nos bibliothèques, bien en vue, pour qu'on se souvienne que nous avons en France énormément de grands écrivains, et cette grande écrivaine qui est Chantal Thomas. Alors, il y a un autre écrivain qui a fait aussi son chemin et qui a aussi inventé une sorte de style littéraire depuis la première gorgée de bière. C'est Philippe Delerme, dont le dernier livre, La vie en relief, sort tout juste, c'est au seuil. Oui, absolument. Et alors là, c'est intéressant parce que le mot relief, avec Philippe Delerme, on l'attend pas trop. Mais qu'est-ce que c'est une vie en relief ? On se demande. Oui, jusqu'à présent, il nous a fait de l'aquarelle. On dit que c'est le plus impressionniste de nos écrivains. Mais c'est aussi un aquarelliste. Alors, il met peu de couleurs dans son... Pour moi, il me fait toujours penser aux ailes des papillons quand malheureusement, on les a touchés et qui nous laissent une trace sur les doigts, vous savez, une trace de couleur sur les doigts. Delerme, jusqu'à présent,
présent, il a remis sur le métier, ou l'établi, comme dirait encore Marie-Hélène Lafont, le même ouvrage. On sait qu'il est capable d'écrire sur l'infime, sur l'éphémère. Le presque rien. Pardon ? Le presque rien. C'était Yankelevitch. Le presque rien. Et là aussi, il a quelque chose que j'aime beaucoup chez certaines personnes, c'est que ses sens se connectent. Je fais des gestes, vous voyez, je suis, voilà, je suis quasiment... je suis un latin du coup. Ses sens se connectent, mais comme si on avait branché la lumière de la buanderie sur la cuisine. C'est-à-dire que lui, il sent les couleurs, vous voyez. Il est toujours connecté pour aller plus loin dans l'approche des choses et de la vie. Et là, pourquoi relief ? J'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'il augmente son espace et il augmente les notions qui font que les sentiments qu'il nous raconte, les sensations, sont cette fois remises dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on, tout d'un coup, il est avec son oncle, à des rencontres d'athlétisme. À un moment donné, il est dans un cinéma où il va revoir Le Mans 66 avec son frère, qui depuis a disparu. Enfin bref, il replace tout ça dans ses souvenirs en ouvrant toutes les portes. Et c'est ça le relief, en fait. C'est que ça n'est plus simplement quelque chose qui passe comme une hirondelle et qui va décrypter, qui va nous raconter. C'est aussi des moments de sa vie. Et je trouve que c'est un de ses meilleurs livres. C'est très touchant, oui. Un grand de l'herbe. Alors, du relief à la biographie, pour finir, il nous reste moins d'une minute. Il nous reste moins d'une minute. Alors, parlez-nous donc du dernier livre d'Anne Plantagenet, l'unique Maria Casares. Qu'on a redécouvert avec sa correspondance avec Camus, évidemment. Camus, et puis surtout, puisqu'il nous reste moins d'une minute, on va parler d'amour. Évidemment, c'est une femme qui brûle en permanence. C'est une femme en rouge et noir. Je connais bien l'auteur qui est aussi une femme en rouge et noir. C'est bien de voir que ces deux âmes se rencontrent. Mais c'est le trio des amours entre Jean Servet, l'acteur, c'était Burton Taylor, Gérard Philippe, qu'elle fait parfois souffrir, et puis Albert Camus. Ces amours mouvementés-là qui sont le cœur du livre, je peux vous dire que quand vous ouvrez ce livre, vous n'oublierez pas non plus comme les précédents. L'unique, c'est-à-dire Maria Casares. Merci infiniment, Pierre Vavasseur. Alors, le blog, ça s'appellera Des minutes de lumière en plus. Et dès qu'il est là, vous venez nous en reparler. Hein. Avec très grand plaisir. Mais en tout cas, je suis très heureux que vous m'ayez fait signe. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre Vavasseur. Merci beaucoup, Nathalie Vogt. Merci, Patrice. Et à très vite pour un nouveau envie de lecture, non? Merci. Merci.